C'est l'heure de 64 débats. Avez-vous déjà entendu parler du cordon sanitaire politique en vigueur depuis des dizaines d'années en Belgique? Il s'agit en fait d'une pratique qui vise à exclure les partis politiques d'extrême droite de toute majorité politique, de toute coalition. Est-ce vraiment efficace dans le Royaume? Avec nous pour en parler, Pascal Delwitte en direct de Bruxelles. Bonsoir, vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, l'ULB. Alain Gerlache, également à Bruxelles, ex-journaliste à la RTBF, notre partenaire belge. Vous avez longtemps dirigé le service politique du journal télévisé de la RTBF, aujourd'hui journaliste indépendant. Et en plateau, Jean-Yves Camus, bonsoir. Vous êtes politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste notamment des extrêmes droites. Pascal Delwitte, on commence avec vous. Il faut dire qu'en Belgique, il y a en fait, pour être précis, deux cordons sanitaires. Un cordon sanitaire politique et un cordon sanitaire médiatique. Expliquez-nous. C'était effectivement deux cordons qui existent, mais avec une certaine asymétrie, c'est-à-dire que le cordon sanitaire médiatique n'est appliqué que dans l'espace francophone, mais il n'est pas appliqué dans l'espace néerlandophone. Ces deux cordons sanitaires ont vu le jour au début des années 90, au moment où, dans l'espace flamand, mais aussi partiellement dans l'espace francophone, l'extrême droite a fortement progressé, singulièrement aux élections de novembre 1991. Et ça a généré des débats dans différents cénacles. Et finalement, les partis démocratiques, à ce moment-là, ont décidé, en tout cas les partis démocratiques classiques, libéraux, socialistes, démocrates chrétiens, de signer une convention qu'ils ne gouverneraient pas avec des partis d'extrême droite et qu'ils n'atteindraient pas des résultats à la Chambre des représentants et à l'époque au Sénat grâce à l'aide de l'extrême droite. Et au niveau médiatique, dans l'espace francophone, après quelques hésitations, tous les médias audiovisuels se sont ralliés à l'idée qu'on ne faisait pas passer en direct des personnalités ou des acteurs des droites radicales, ce qui est toujours pratiqué aujourd'hui dans l'audiovisuel public et très largement dans l'audiovisuel privé. Alors ça, c'est un procédé que connaît bien Alain Gerlache. Vous avez été chargé justement de mettre en œuvre ce cordon sanitaire médiatique à la télévision publique belge, la RTBF. Par quoi était-il motivé? Et concrètement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus après ce que vient de dire Pascal Delwitte? Pour prolonger ce que vient de dire Pascal, dans la foulée de l'instauration du cordon sanitaire politique, il a en effet été décidé au sud du pays de faire en sorte d'éviter l'émergence de partis d'extrême droite francophones, comme c'était le cas déjà en Flandre. Et donc ça a été fait en effet en décidant que les partis considérés comme radicaux d'extrême droite n'auraient pas accès à des émissions en direct. On pouvait, et on peut d'ailleurs toujours leur donner la parole, mais dans des séquences enregistrées qui permettent de contextualiser, c'est le terme qui figure dans les textes, en d'autres mots, d'éviter que des déclarations tombent sous le coup de la loi, comme ça avait été le cas dans les années 90, 90, avec certaines prises de parole, et globalement éviter la diffusion des idées d'extrême droite dans les médias traditionnels qui étaient dominants à l'époque, ce qui avait pour but de faire en sorte que ce vote ne soit pas un vote utile, mais simplement un vote de protestation qui devait rester minoritaire. Alors, Jean-Yves Camus, je me tourne vers vous. Vous connaissez bien entendu pas seulement les radicalités en France, mais aussi en Belgique. Ça n'existe pas en France, le cordon sanitaire, ni politique ni médiatique? Alors, ça n'existe pas sous cette forme-là. Sur le plan politique, on a vu des formations comme en Belgique, les principales formations centristes, de centre-droit, social-démocrates, s'accordaient pour dire pas de majorité avec l'extrême droite, qu'elle soit FN ou aujourd'hui RN. C'était vrai surtout au niveau national, ça a été battu en brèche au niveau régional, d'abord aux élections régionales de 1998, où, certains s'en souviennent peut-être, 5 présidents de région ont choisi d'accepter un accord technique avec le Front National, autrement dit, ils ont accepté
de recevoir les voix des élus FN au sein de leur assemblée pour pouvoir être élus. Alors ça, c'est le Front républicain. Alors ça, c'est le Front républicain, mais c'est une forme de cordon sanitaire. Ça veut dire, au fond, on ne veut pas gouverner avec vous, ou on veut gouverner avec vous. Sauf qu'à ce moment-là, il y a eu une discordance entre la décision de ces 5 présidents-là, prise dans leurs régions respectives, et l'appareil national de leur parti, qui leur a dit non, pas possible. Parce que si vous faites ça, naturellement, le problème va se poser au niveau national et vous allez écorner cette volonté de ne pas coopérer avec eux. Et résultat, ces accords ont été cassés. Tout avait commencé d'ailleurs par une équivoque, qui est la fameuse équivoque municipale de Dreux en 1983, où très majoritairement, les dirigeants nationaux des partis de droite, à commencer par le RPR d'alors, disent non, pas d'alliance. Simone Veil dit la même chose au nom du CDS, mais localement, le candidat regarde, lui, la règle à calcul et fait le pari que s'il ne s'allie pas avec celui qui était à l'époque secrétaire général du FN, il ne gagne pas, donc il gagne. Et les électeurs suivent. Après, médiatiquement parlant... Alors regardez, je vous ai sorti, médiatiquement c'est intéressant, 13 février 1984, je crois qu'on a la une du journal français Libération, Jean-Marie Le Pen est pour la première fois invité à l'heure de vérité, 4 mois avant les européennes de 1984, qui voit sa première percée électorale nationale avec 10,95% des voix. Percée de Le Pen, effondrement du Parti communiste, le choc. Avant cela, on ne voyait pas Jean-Marie Le Pen à la télévision française. Y avait-il un cordon sanitaire médiatique contre lui ? On voyait Jean-Marie Le Pen et d'autres dirigeants d'extrême droite très occasionnellement à la télévision dans des reportages qui rapportaient, c'est le cas en 1973 lors de ce fameux meeting du mouvement d'extrême droite Ordre Nouveau qui tourne très mal et qui génère des heurts avec l'extrême gauche. On voit des images. Mais on voit des images comme on rapporterait un fait divers. Ça n'est pas leur donner la parole. Les images d'époque renvoient dos à dos tous les fauteurs de troupes. C'est encadré. Après, l'heure de vérité est effectivement, me semble-t-il, la première émission télévisée lors de laquelle Jean-Marie Le Pen, homme politique, déjà à la tête du parti depuis longtemps, mais propulsé sous les projecteurs par le score des européennes, c'est la première fois qu'il intervient de cette manière-là. Ceci étant, les années précédentes, les journaux, les principaux journaux, même Le Monde d'ailleurs, lors d'un certain nombre de scrutins, rapportent, notamment dans les numéros spéciaux consacrés aux élections, quels sont les principaux points du programme frontière. Et on connaît l'ascension ensuite du Front National et puis ensuite du Rassemblement National. Pascal Delhouit, ce cordon sanitaire médiatique, est-ce qu'il a été utile ? Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à cela qu'il n'y a pas d'extrême droite en Belgique francophone ? C'est une des raisons, mais c'est sans doute pas la raison principale. Je pense que dans la Belgique francophone, il y a un ordonnancement qui ne se fait pas. En particulier, le rejet de l'autre et surtout la valorisation d'un sentiment national fermé. Il n'y a pas en Belgique francophone de sentiment national fermé. Donc l'extrême droite peut éventuellement, et ça a été le cas à certaines élections, obtenir des résultats probants, comme le Front National par le passé, aux élections de 1995, aux élections de 2003, mais c'est jamais sans suivi. Donc c'est un élément parmi d'autres. Surtout, ça a permis, je dirais, en tout cas avant l'avènement des réseaux sociaux, que les idées portées par l'extrême droite ne sont pas au cœur de l'agenda et ne sont pas au cœur de la Juste en un mot, Pascal Delhouit, qui décide de qui est d'extrême droite ou pas ? Alors, de manière générale, le service public, donc la RTBF et les chaînes régionales, doivent justifier leur choix de qui reçoit la parole en direct et de qui ne la reçoit pas. Donc, de manière générale, ils sollicitent des constitutionnalistes, des politologues ou des journalistes politiques pour faire leur choix. Et le point principal, c'est qu'ils doivent pouvoir justifier leur choix
s'ils sont sommés de s'expliquer. Ouais. Alain Gerlache, en 2024, coup de tonnerre en Flandre. Le Vlaams Belang, parti d'extrême droite néerlandophone, a failli devenir la première force politique. Vous connaissez très bien la politique en Flandre. Pourquoi il n'y a pas eu de cordon sanitaire médiatique en Flandre et est-ce que ça aurait empêché d'ailleurs l'ascension du Vlaams Belang, selon vous? C'est-à-dire que le cordon sanitaire médiatique a été instauré du côté francophone, comme je l'ai dit, avant que les partis puissent décrocher le moindre siège. Et d'ailleurs, à part des conseillers locaux, ils n'ont pas obtenu de résultats qui leur permettaient, en général, il y a eu l'une ou l'autre exception, d'accéder dans des assemblées parlementaires, qu'elles soient fédérales ou régionales. Alors que du côté flamand, il y avait déjà eu cette percée. Et le cordon sanitaire politique est d'une réaction à la percée de l'extrême droite qui avait décroché des élus. Il est évidemment beaucoup plus facile d'instaurer un cordon sanitaire médiatique quand il n'y a pas d'élus que quand il y en a. Et c'est pour ça qu'il y a cette différence entre la Flandre et la partie francophone du pays. Il y a aussi d'autres aspects qui contribuent à ce que l'extrême droite n'ait jamais pu vraiment percer du côté francophone. C'est une terre majoritairement de gauche, l'absence de sentiment national, comme Pascal l'a dit, le fait qu'aucun des partis qui auraient pu prétendre à exister en tant que formation d'extrême droite n'avait de vrais leaders, la mobilisation de la société civile, etc. Mais ce qui est fondamental, me semble-t-il maintenant, c'est qu'à l'époque, dans les années 90, tout pouvait sembler clair. La télévision et la radio étaient des médias au sommet de leur puissance. Les partis étaient clairement démocratiques ou clairement extrémistes. Ouais. Aujourd'hui, tout est flou. Ouais. En 1995, Mark Zuckerberg était encore à l'école élémentaire. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, le paysage médiatique est explosé. Et il y a l'ascension des extrêmes droites en Europe. Voilà. Ouais. Et il y a la montée de l'extrême droite. Et même, je dirais, au niveau de l'extrémisme, il y a un flou. Il y a des pensées, des formulations d'extrême droite dans différentes parties. On remet aussi en cause la présence de l'extrême gauche aux élections. Enfin, vous voyez qu'aujourd'hui, tout est devenu évidemment beaucoup plus complexe, ce qui fait que le cordon sanitaire, en tout cas médiatique, est fortement sous pression. Ouais. Votre réaction, Jean-Yves Camus, sur cette question du changement de paradigme presque qu'il y a justement. D'ailleurs, le RN aujourd'hui en Belgique, il serait classé comment il serait sur la même ligne que la NVA, par exemple, le parti du Premier ministre flamand, ou beaucoup plus à droite quand même? Alors, le parti correspondant flamand du Rassemblement national, c'est le Belang. Ouais, c'est le Vlaams Belang, pas de confusion, d'accord. C'est pas la NVA. Ouais, sûrement pas. Vous n'avez pas donné votre point de vue sur ça, vous, le politologue de longue date. Est-ce que vous pouvez un peu, entre guillemets, vous mouiller? Cordon sanitaire pour ou contre, médiatique, politique? Non, moi je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour d'abord parce que ça entretient dans l'imaginaire, notamment des électeurs de ces partis et de ceux qui sont tentés de leur apporter leur voix, l'idée qu'ils sont victimes d'une conspiration du silence, l'idée que les élites cherchent à les museler, et qu'au fond, ces médias sont, tenus par des gens qui leur sont hostiles. Ça, ça n'est pas bon pour le débat démocratique. Et puis, il arrive un moment, et il est arrivé très vite ce moment, on a parlé de 1984, où vous pouvez ignorer un parti qui fait moins de 1% des voix, ce qui était le cas du Front National jusqu'à la fin des années 70, mais quand il rassemble 10% des voix, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça devient quoi? Ça devient de la censure? Ça peut devenir une tentation de censure. Alors à l'inverse, vous avez aussi des gens qui ont pris le parti d'expliquer que l'heure de vérité, dont on sait maintenant un certain nombre de gens proches du président Mitterrand avaient largement suggéré que Jean-Marie Le Pen soit invité pour la première fois sur le service public. Ouais. Pour eux, ça a été une sorte de création artificielle. François Mitterrand aurait voulu diviser la droite en faisant émerger de toutes pièces le grand méchant loup Front National pour mieux la diviser, ce qui ne tient pas davantage debout. Quand un mouvement rassemble des millions d'électeurs, il ne peut pas être une création. Alors, ironie de l'histoire, ce même mouvement, notamment, en tout cas le RN en France,
Jordan Bardella. Jordan Bardella demande un cordon sanitaire autour de LFI en France et autour de la gauche radicale au Parlement européen. Tout le monde n'est pas d'accord au sein de son parti pour la raison que vous venez d'évoquer. Il dit, certains lui disent non, tu vas justement Cette folie de vouloir interdire est proprement française et elle dure depuis trop longtemps. Interdire des partis, interdire des prises de parole, interdire des conférences, interdire des publications, faire le ménage sur les réseaux sociaux, ce qui revient à écoper l'océan. En sachant qu'il y a des lois, il y a des lois de toute façon. En sachant qu'il y a des lois, que sur les réseaux sociaux, par ailleurs, elles sont parfaitement inapplicables pour des quantités. Mais sur un plateau télévisé, il y a des lois, effectivement, il y a des propos qui peuvent tomber sous le coup de la loi. Mais donc, ils ne peuvent tomber sous le coup de la loi qu'une fois qu'ils ont été prononcés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « nous ne vous invitons pas parce que nous présumons que vous allez commettre un délit ». Si un délit est commis en plateau, effectivement, il convient de poursuivre. Et on a l'arsenal juridique pour le faire. Mais la présomption que soit dit quelque chose qui contrevient à la loi est à mon sens quelque chose de parfaitement abusif. Pascal Delhouit, Belgique ou France ou Europe, même combat. En Europe, on aperçoit désormais aussi ces schémas. Il se dit, je parle sous votre contrôle, que le Parti populaire européen, enfin dans quasiment aucun grand dossier, le dossier ne peut passer ou ne peut être empêché sans une sorte de, on va dire, de voix de l'extrême droite qui se joigne à celle du Parti populaire européen, le grand parti de droite. Les choses sont plus nuancées au Parlement européen, c'est-à-dire que désormais, dans une certaine mesure, le Parti populaire européen, je dirais, a deux pieds à l'étrier, un vers les droites radicales, vers les groupes de droite radicale, puisqu'il y en a plusieurs, et l'autre, plus classique, vers le groupe des sociodémocrates et de l'Alliance des libéraux, démocrates et réformateurs, Renew au Parlement européen. Et donc, il y a une sorte de jeu désormais du Parti populaire européen à tantôt faire une majorité avec la droite de la droite, tantôt, je dirais, une majorité plus centripète avec les socialistes et les libéraux. Et une question pour Alain Gerlache. Même le président de la première puissance mondiale, Donald Trump, lui, est sous le coup de ce cordon sanitaire chez nos confrères de la RTBF lors de sa prestation de serment. Son discours est en léger différé. En effet, son discours a été diffusé en léger différé selon les principes qui veulent que l'on ne diffuse pas en direct quelqu'un qui est catalogué comme d'extrême droite. Objectivement, ça a suscité quand même énormément de questions et de polémiques. Et on en arrive, me semble-t-il, à une question fondamentale qui reprend d'ailleurs celle que vous avez posée immédiatement. Comment détermine-t-on qu'un groupement, un candidat est d'extrême droite? Comment peut-on se présenter aux élections et ne pas avoir accès aux médias traditionnels? Où de toute façon les idées circulent, parce que pendant que la RTBF ne diffusait pas le discours strictement en direct, eh bien d'autres téléspectateurs belges étaient branchés sur des chaînes d'infos françaises ou autres et l'avaient en direct. Donc on voit bien que le système est en effet arrivé sans doute à la fin d'un cycle et qu'il devra être sérieusement remis en question. C'est ce que proposent d'ailleurs aussi certains en Belgique, y compris à gauche. Eh bien, nous aurons l'occasion de revenir donc sur ce système donc qui est en place en Belgique. Merci beaucoup Alain Gerlache, merci Pascal Delhouit et merci également à Jean-Yves Camus ici en plateau pour vos éclairages et vos explications respectives. Merci à tous les trois.